Bonjour, Serge Pogam. Bonjour. C'est un grand plaisir. Euh, nous vous remercions pour la générosité de cet entretien. Le cycle des humanités, idées et débats en philosophie et sciences sociales, organisé pour l'institution brésilienne de l'étude et recherche Atelier des humanités et par le consulat de France à Rio de Janeiro, se réjouit de la possibilité d'un dialogue sur la question incontournable et fondamentale de la solidarité dans nos sociétés contemporaines. Nous partageons avec vous la conception de la mission des sciences sociales qui doit faire une ouverture nécessaire au débat public par-delà d'un confinement à la sphère académique, de façon à nourrir et renforcer la conscience privée et publique de la solidarité et ses rapports avec la justice sociale, la liberté et la paix. En ce sens, pouvoir dialoguer avec les chefs de file des études européennes sur la solidarité face à une pandémie mondialisée et au milieu d'une grave crise sociopolitique au Brésil est une opportunité précieuse. Merci beaucoup, Monsieur Pogam. Merci à vous aussi de cette invitation, de cette possibilité que vous me donnez de partager ce moment avec vous. Merci beaucoup. Je m'appelle André Magnelli, directeur libre-chercheur de l'Atelier des Humanités. Et avec nous, Thiago Panica Pontes, de l'Université fédérale de la Paraíba. Thiago, salut. Salut. C'est un vrai plaisir, Monsieur Pogam. La première question, Monsieur Pogam. Nous souhaitons commencer avec une réflexion historique et théorique sur la notion de solidarité en elle-même. Il ne peut pas exister de société humaine sans solidarité entre ses membres, comme vous l'avez dit dans votre livre de synthèse théorique, Les liens sociaux. La notion de lien social et de solidarité est rapportée, selon vous, à une autoconscience des sociétés modernes. Dans les passages du 19e au 20e siècle, le travail d'une interrogation sociale sur les fondements de la solidarité est devenu significatif, deviant la montée en puissance de l'individualisme. Monsieur Pogam, quelle est l'importance de la tradition française de sociologie et aussi le solidarisme? Pouvons-nous voir des convergences entre l'actuelle crise du lien social et celle des temps de solidarisme? En ce sens, comment la notion de solidarité organique développée par Durkheim peut être encore pertinente pour des recherches sur la solidarité dans notre société? Bon, merci tout d'abord de cette question et qui va nous ancrer dans la tradition sociologique et notamment de la sociologie durkheimienne, puisque comme vous l'avez indiqué vous-même en citant Durkheim, la thèse de ce sociologue, de ce Français, de ce fondateur de la sociologie française a porté sur la question précisément sur la question de la solidarité, puisque dans sa thèse qui s'intitulait De la division du travail social, il était question d'analyser la transformation de la solidarité au cours des siècles. Et comme vous le savez, il opposait dans ce livre ce qu'il appelle la solidarité mécanique à la solidarité qu'il appelle organique. La solidarité mécanique, il faut le rappeler, est une solidarité qui est fondée sur la similitude. Ça veut dire que nous sommes en relation dans la solidarité mécanique avec des personnes qui se ressemblent, qui partagent le même univers, qui partagent les mêmes valeurs, qui partagent les mêmes croyances et qui sont proches justement par cette homogénéité du groupe qu'ils constituent ensemble. Alors que dans les sociétés, et donc cette solidarité mécanique caractérise, selon Durkheim, davantage les sociétés plus traditionnelles, les sociétés anciennes. Avec justement le développement de la division du travail, dans les sociétés modernes, la solidarité va changer de nature. Elle va devenir, selon son expression, organique.
Et ce qui veut dire qu'elle n'est plus fondée sur la similitude, mais sur la complémentarité. Et c'est justement dans le monde du travail que cette complémentarité prend toute sa dimension. Et ça veut dire que les individus exercent des fonctions qui sont non pas identiques les unes aux autres, mais qui sont interdépendantes, qui sont complémentaires. Donc la solidarité organique dans le monde moderne, elle est fondée sur l'interdépendance, sur la complémentarité. Et Durkheim voyait cela notamment dans les sociétés où la division du travail avait été développée. Alors, en soulignant cela, Durkheim mettait en avant la dimension professionnelle, la morale professionnelle, parce que pour qu'il y ait solidarité organique, il faut effectivement que les individus se sentent appartenir à des groupes professionnels, se sentent définis par ces groupes professionnels différents et complémentaires les uns des autres, et qu'ils apprennent à défendre leurs propres intérêts dans le sens où, justement, en défendant leurs propres intérêts, ils contribuent aussi à organiser la société de façon à ce qu'il y ait une reconnaissance réciproque des différents groupes professionnels, au sens où chaque groupe contribue au bien-être de l'ensemble par, justement, la possibilité d'échanger à un niveau global. Donc ça, c'est le principe de la solidarité organique. Alors, ce qu'il faut souligner tout de même, c'est que Durkheim mettait l'accent, en parlant ainsi, sur la dimension, je dirais, la dimension professionnelle, mais surtout aussi sur le principe d'utilité. L'individu doit se sentir utile. Et cette utilité que ressent l'individu, elle n'est possible que s'il est en relation avec d'autres. C'est-à-dire l'utilité, elle s'exprime dans l'interaction, dans l'échange. Et donc, elle repose sur un principe de reconnaissance. Si je suis reconnu par mes qualités professionnelles, par mon identité professionnelle, si je suis traité de façon correcte, convenable, en fonction donc des aspirations de mon groupe professionnel, je me sens intégré à la société par cette reconnaissance. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que Durkheim soutient cette thèse en 1893. Et quelques années plus tard, encore en France, une doctrine se développe qu'on appelle la doctrine du solidarisme. La doctrine du solidarisme n'est pas exactement celle qui traduit le concept de solidarité organique de Durkheim, parce que la doctrine du solidarisme va mettre l'accent, au contraire, sur la dimension de la protection. Ce n'est pas simplement la reconnaissance de l'identité professionnelle de chacun, mais c'est sur la protection collective. Et Durkheim aborde assez peu dans sa thèse cette question justement de la protection collective, sur le principe donc du risque que nous encourons tous en vivant en société et de la nécessité, face aux aléas de la vie, de se sentir protégé, en tant qu'appartenant à une collectivité très large et par le principe que l'on se reconnaît être des associés solidaires face aux grands risques de l'existence. Et cette doctrine du solidarisme, c'est Léon Bourgeois, qui était le président du Conseil, et qui avait une tradition philosophique, et qui a développé cette doctrine en 1896, c'est-à-dire 3 ans finalement après la publication de la thèse de Durkheim. Et je dirais que Durkheim était probablement pas très content que les concepts qu'il avait forgés de solidarité mécanique et de solidarité organique étaient en quelque sorte mis de côté, en tout cas pas repris directement dans cette doctrine du solidarisme. C'était pour lui certainement un affront, parce qu'effectivement la doctrine du solidarisme reposait sur la question des assurances, le besoin d'être assuré collectivement, et mettait donc l'accent beaucoup plus sur la sécurité collective face aux risques. Je pense aujourd'hui, par exemple, aux risques que nous encourons, comme dans le cadre de la pandémie. Aujourd'hui, effectivement, on pourrait dire que nous sommes des associés solidaires parce que nous avons besoin
justement de cette solidarité pour faire face aux défis de la société dans sa globalité. Mais Durkheim ne prenait pas ça directement en question. Et donc, on a ainsi, si vous voulez, au XIXe siècle, toute une tradition de réflexion en France autour de la notion de solidarité. Mais Durkheim ne va pas en rester là, c'est-à-dire qu'après sa thèse, il va aussi faire d'autres travaux qui vont permettre d'améliorer encore cette perspective de la solidarité en développant justement le concept d'attachement social que je reprends beaucoup dans mes travaux. Mais pour le moment, j'ai dit, je crois, en étant un peu long, excusez-moi, j'ai dit, je crois, l'essentiel. Parlons sur le sens de ce qui peut être repenser la solidarité. Si nous vous comprenons, cela signifie aussi bien repenser pratiquement le système de protection sociale en crise et faire des réformes, que repenser théoriquement l'ensemble des rapports sociaux. Repenser la solidarité, c'est alors à la fois reconnaître des multiples formes et dimensions de la solidarité, solidarité familiale, intergénérationnelle, professionnelle, citoyenne, interethnique, intergenre, internationale, et chercher les conditions d'un attachement social global. Pouvez-vous nous présenter une vision d'ensemble sur les mutations et défis de la solidarité et des solidarités dans nos sociétés? Alors, tout d'abord, je voulais souligner que Durkheim lui-même ne s'est pas contenté de cette distinction entre solidarité mécanique et organique. Et d'ailleurs, ce qui est même frappant, c'est qu'il a abandonné en quelque sorte cette distinction. On ne la retrouve plus par la suite dans ses travaux. Et Durkheim, justement, met l'accent sur différentes formes de la morale. Et donc, on pourrait dire que la solidarité, selon lui, renvoie à des sphères distinctes de la morale. La morale familiale, notamment, qu'on pourrait dire la morale domestique, elle est importante, elle n'a pas été évacuée par l'évolution du monde. Dans les sociétés modernes, la morale familiale et domestique continue évidemment d'être un facteur important de solidarité. Il va parler beaucoup, bien sûr, de la solidarité professionnelle, mais aussi de la solidarité qui relève de la morale civique. Et ça, c'est vraiment aussi très, très important qu'il faut rappeler, qui renvoie à ce que moi j'appelle le lien de citoyenneté, c'est-à-dire que nous sommes liés les uns aux autres parce que nous nous faisons confiance collectivement à l'intérieur d'un cadre qui est le plus souvent un cadre national. Et cette solidarité passe par le respect de cette morale civique, c'est-à-dire que nous sommes engagés les uns envers les autres parce que nous nous sentons appartenir à un collectif large ayant donc des valeurs communes au-delà de nos différences qui peuvent être des différences de classe, de genre, d'ethnie, etc. Mais nous partageons cette solidarité globale, la plus universelle possible. Et donc, on pourrait dire que chez Durkheim, il y a différentes formes de solidarité qui s'emboîtent finalement les unes aux autres et qui permettent effectivement de concevoir la vie en société par le respect de ces différentes formes de morale. Et j'en oublie une, enfin j'en ai pas oublié, mais Durkheim n'en parle pas beaucoup, mais il y a aussi bien sûr la morale associative, celle qui implique que les individus soient liés les uns aux autres par engagement volontariste dans des structures qui portent la solidarité par tradition, donc des associations, des communautés organisées qui expriment le besoin et entretiennent cette force de la solidarité. Donc, on a une approche, je dirais, globale de la solidarité qui renvoie à ces différentes sphères de la morale. Morale, je répète, morale domestique, morale associative, morale professionnelle et morale civique. Vous trouvez tout cela dans le livre L'éducation morale de Durkheim, mais aussi dans Leçons de sociologie qui
qui sont des cours que Durkheim a pu faire quand il était à Bordeaux, notamment pendant les années qui ont suivi sa thèse. Alors, ce que vous me demandez, effectivement, c'est que faire de cette notion de solidarité aujourd'hui et comment peut-on repenser la solidarité également aujourd'hui. Si on part d'un phénomène comme celui de la pandémie, vous voyez bien que si on se place du côté de la morale strictement familiale, on n'arrivera pas à endiguer cette pandémie. On voit très bien que pour l'endiguer, il faut avoir en tête une vision plus large de la solidarité qui implique peut-être la nation, mais même bien au-delà, on pourrait presque dire une notion universelle globale, puisque la pandémie, elle est mondiale. Mais raisonnons déjà dans le cadre national, ce qui est déjà important, et on voit très bien que les États se sont organisés différemment face à la pandémie, mais on voit très bien que pour répondre en termes solidaires à cette question, il faut à un moment donné faire appel à la morale civique, c'est-à-dire qu'il faut que chaque individu, chaque personne, chaque citoyen se sente solidaire immédiatement d'autrui et des autres citoyens, même s'ils ne se connaissent pas. C'est-à-dire être solidaire avec ceux que je ne connais pas, que je ne rencontre pas, que je ne vois pas au quotidien. Parce que j'appartiens justement à un collectif global et je sais que je suis, en tant que citoyen, responsable de moi-même, mais surtout aussi de ce que je vais pouvoir transmettre éventuellement aux autres qui vivent avec moi. Et donc, ça m'oblige à une discipline personnelle, à un respect d'une morale civique qui ne peut être possible qu'à partir du moment où je me considère comme un associé solidaire à tous les autres qui vivent dans la même collectivité. Et ça, c'est un dépassement, ça appelle à un dépassement des clivages sociaux, un déplacement des classes sociales, un dépassement des ethnies, c'est-à-dire que la solidarité telle que je vais la vivre, ce n'est pas à l'intérieur de mon groupe d'appartenance habituelle, ce n'est pas le groupe auquel je suis attaché dans ma vie familiale, dans ma vie professionnelle, dans ma vie associative, mais c'est l'ensemble du groupe beaucoup plus large qui m'oblige à respecter un certain nombre de consignes, à être respectueux des gestes qu'on appelle justement aujourd'hui des gestes barrières pour justement endiguer collectivement cette pandémie. Et je dirais que quand je prends en compte le cas de la France, ces derniers mois, l'expérience du confinement, par exemple, a montré que, en grande partie, ces consignes qui ont été données à l'échelon national ont été quand même suivies. C'est-à-dire qu'il y a eu une discipline collective qui n'était d'ailleurs… On a même été surpris, nous autres Français, parce que l'on a l'habitude dans notre pays à se considérer parfois comme réfractaires à l'ordre qui nous est imposé. Donc, on n'est parfois pas toujours considérés comme des gens très disciplinés. Le tempérament latin qu'on évoque parfois, y compris donc pour les Français. Eh ben, en fait, on a été surpris de voir que globalement, il y a eu une discipline collective qui a été globalement respectée. Et cela se traduit par justement le fait qu'il y a une conception solidariste qui s'est mise en place et qui est dans la continuité, je pense, la continuité de cette doctrine que l'on a élaborée à la fin du XIXe siècle. Je ne sais pas si j'ai été assez clair. Bon. Clair. C'est clair. Bon, c'est un vrai plaisir, Monsieur Poguin. Vous pouvez me regarder et m'écouter? Oui, absolument. Bonjour et merci d'être aussi là et de participer à cette discussion. Ah, merci, c'est très sympa. Alors, je m'appelle Thiago. Thiago, c'est plus facile de parler Thiago, je pense, pour les Français. Alors, j'ai habité pendant 6 mois à Lyon, mais c'était en 2012.
Alors, je ne parle pas le français depuis ça. Alors, je suis désolé un peu pour la prononciation. Mais c'est Alors, parfait, c'est parfait. Vous avez un français vraiment remarquable. Et j'aimerais parler portugais comme vous parlez français. c'est très sympa. Alors, j'ai écrit un peu la question comme André a fait, mais pendant que vous parlez, il y a quelques questions qui m'avaient à la tête. Alors, je vais un peu lire et parler un peu. Je vais un peu réfléchir avec vous pour stimuler que vous puissiez parler un peu. C'est surtout sur la pandémie que vous avez touché sur le thème de la pandémie. Alors, la question que j'ai écrite, c'était que la pandémie actuelle nous amène précisément la question de la solidarité au centre de la société, aussi en termes pratiques que de conscience collective. Qu'en est-il de nouveau déficit de solidarité mondiale face à la pandémie du coronavirus? Alors, j'ai dit déficit de solidarité, mais je pense aussi maintenant qu'il y a des démonstrations de solidarité très fortes aussi dans ces moments. Je pense comment cette pandémie, comment elle porte une nouvelle question à la pensée sur la solidarité. Par exemple, vous avez écrit Repenser la solidarité, vous les avez organisé. Comment, par exemple, si il y aurait un chapitre sur la pandémie, quelle serait la question qu'il apporterait à ce thème, par exemple? Et je pense aussi, c'est encore le même sujet, sur les questions, par exemple, de la solidarité à l'échelle globale. Parce que nous avons eu les épisodes de xénophobie dans divers pays, par exemple, et les fermetures des frontières, les rivalités et pour la dispute pour des masques, d'équipements, par exemple, parmi le Brésil, les États-Unis ou d'autres pays. Et même ici au Brésil, nous avons les disputes parmi les départements en disputant avec des autres, les uns avec les autres pour les équipements. Alors, il porte aussi, j'avais dit, cette pandémie, elle nous amène la question de la solidarité, mais aussi à l'échelle globale. Vous avez dit, il faut dépasser la solidarité de l'échelle de la classe, de l'échelle ethnique, de l'échelle familiale, mais je pense aussi qu'il faut dépasser maintenant à l'échelle nationale. Vous parlez toujours de la solidarité et de la citoyenneté à l'échelle nationale. Mais je pense que c'est intéressant, c'est important, mais il y a aussi des risques. Je pense sur les retombements dans le ultranationalisme, la xénophobie, je pense à le Brexit, par exemple. Alors, j'ai réfléchi avec vous pour que vous puissiez parler un peu sur les pandémies à l'écart de votre réflexion sur les sujets de repenser la solidarité. Merci beaucoup pour ces questions qui sont vraiment très, très importantes. Et vous avez entièrement raison de souligner que la pandémie nous oblige à repenser la solidarité. Et vous m'invitez finalement à actualiser le livre que j'ai coordonné, Repenser la solidarité, en ajoutant un chapitre supplémentaire maintenant, puisque à l'époque où je l'avais rédigé, ce livre, et organisé, bien entendu, nous n'étions pas face à un tel problème et on n'imaginait pas que ça allait être possible, un phénomène aussi global. Et donc, de ce point de vue, ce qui s'est passé et ce qui se passe en ce moment dans le monde est aussi extrêmement intéressant pour justement prendre en compte la question de la solidarité. Et donc, je crois que c'est une expérience humaine, internationale, unique, car jamais nous n'avons été encore à ce point confrontés à un phénomène aussi massif, aussi global. Donc, tous les pays du monde sont diversement touchés, mais tous les pays du monde sont touchés. Donc, c'est un phénomène vraiment mondial. On pourrait dire que c'est un fait social total, puisque la Terre entière est confrontée à cette question. Donc, on voit bien que dans tous les endroits du monde, cette pandémie touche chacun d'entre nous en tant qu'individu, puisque nous risquons effectivement d'être touchés personnellement par cette
par cette pandémie, et nous risquons aussi de transmettre le virus. Donc, ça nous concerne tous, évidemment, mais en même temps, c'est l'occasion justement pour chacun d'entre nous de repenser les liens qui nous attachent à autrui et de la façon dont nous sommes attachés à autrui, aux différents groupes, à la société et au monde entier, évidemment. Donc, chacun d'entre nous, et c'est pour ça que c'est un fait social total, parce que chacun d'entre nous fait cette expérience de sa propre responsabilité et de son interdépendance, de ces liens inévitables qu'il tisse avec autrui et desquels dépendent sa propre survie. Donc, chacun d'entre nous est donc confronté à sa propre survie et des conditions justement qui favorisent sa survie et qui interrogent donc la solidarité. Donc, c'est un fait social total. Et donc, de ce point de vue-là, on peut effectivement dire que chacun d'entre nous a des réflexes. Chaque individu dans le monde entier a des réflexes qui sont liés finalement aux différents liens qui le rattachent aux autres et à la société. Alors, je peux les reprendre si vous voulez. Quand on regarde, j'ai parlé tout à l'heure de la solidarité familiale, chaque individu dans un premier temps va penser à ses proches. Est-ce que mes proches sont touchés ou non, ou risquent d'être touchés par la pandémie? S'ils sont malades, je vais m'en inquiéter en priorité. C'est ça qui va me conduire effectivement, parce que je me sens engagé vis-à-vis de mes proches. Je suis obligé d'une certaine manière à venir en aide à mes parents s'ils sont en souffrance, ou à mes enfants s'ils ont des problèmes personnels liés à cette pandémie. Donc je suis engagé et je suis obligé d'une certaine manière de venir en aide à mes proches. Donc, ça, c'est le premier lien. On voit effectivement aussi que le lien associatif, le lien électif, celui qui nous relie à des associations, ben, il est très important parce que la vie sociale s'arrête d'une certaine manière. D'abord, la vie associative, c'est assez, puisqu'elle n'est plus possible. Il y a de nombreuses structures de sociabilité, de rencontres, de solidarité dans ces structures qui ont quasiment disparu, puisque la vie sociale s'est ralentie pendant cette période. Mais nous voyons à quel point aussi, aujourd'hui, la solidarité passe par ces structures associatives qu'on va essayer d'activer ou de réactiver à travers les liens numériques, par exemple, pour venir en aide aux plus défavorisés, ceux qui n'ont pas des ressources pour justement leur apporter de quoi manger quand ils ne peuvent pas faire leurs courses, etc. Donc, il y a de nombreuses initiatives solidaristes qui relèvent donc de cette morale associative qui se sont développées au cours de ces derniers mois, de ces dernières semaines. Alors, la morale professionnelle, elle joue également aussi, puisque d'une certaine manière, l'activité professionnelle, elle s'est maintenue par le télétravail, et je dirais même que ça a conduit, on a une réflexion intéressante en France actuellement autour de ça, c'est que pour pouvoir continuer à vivre en société pendant cette période du confinement, il a fallu que certaines professions se sacrifient. Ça a été les soignants, c'est bien sûr les médecins, mais c'est aussi toutes les professions qui sont en première ligne. Ce qu'on dit en première ligne, c'est les caissières des supermarchés, c'est les livreurs, c'est les éboueurs, c'est toutes ces personnes-là qui ont un statut relativement dévalorisé dans la société très souvent, parce que ce sont des professions qui sont souvent mal rémunérées et dont on a vu toute l'importance. Finalement, la survie de la collectivité pouvait dépendre en grande partie de ces professions-là qui assuraient finalement le minimum vital pour que la société puisse se fonctionner. Et donc, ça a conduit peut-être à une réflexion sur justement l'importance de cette solidarité organique dont parle Durkheim, c'est-à-dire qu'on voit que nous sommes complémentaires, que nous avons besoin de soignants, que nous avons besoin de livreurs, que nous avons besoin de commerçants qui travaillent dans les supermarchés, nous avons besoin de personnes pour ramasser les ordures, etc. Et donc, toutes ces professions-là sont vitales. Et donc, ça, c'est aussi une forme de solidarité organique, professionnelle qui s'est développée. Et j'en arrive à la dernière, qui est effectivement celle dont on a parlé, c'est la morale plus générale,
qui est la morale civique. Alors, la morale civique, telle qu'on l'a construite jusqu'ici, on la pensait effectivement à l'intérieur d'un cadre national. Parce que c'est le cadre national qui érige des principes moraux, globaux, qui sont inscrits dans les constitutions. Nous vivons dans des institutions républicaines qui sont différentes d'un pays à l'autre, et donc nous sommes obligés par la législation qui est en vigueur dans notre pays, c'est-à-dire que nous avons des droits et des devoirs en tant que citoyens. Et donc c'est pour ça qu'à l'intérieur de c'est dans le cadre national qu'on réfléchit finalement à cette morale civique. Mais vous avez entièrement raison de souligner que ce cadre national dans lequel s'exerce la morale civique a complètement éclaté pendant la pandémie, parce qu'effectivement, on a pu voir que cette question ne pouvait pas être résolue uniquement à l'intérieur de nos propres frontières, parce que nous sommes effectivement, autant que nous sommes, brésiliens, français, allemands, anglais, américains, nous sommes effectivement aussi membres d'une collectivité plus large qui est le fait d'appartenir à la Terre, à l'humanité tout entière. Et donc, Durkheim, d'ailleurs, parlait beaucoup, utilisait l'idée de l'attachement à l'humanité. Nous sommes attachés à l'humanité tout entière. Mais à son époque, quand il écrivait cela, il disait effectivement il n'y a pas encore de cadre institutionnel permettant justement de penser cet attachement à la solidarité. Il n'y a pas une morale collective, globale, mondiale, permettant de penser la solidarité comme de façon aussi large. Mais je dirais que cette pandémie nous conduit à mettre l'accent davantage sur cette dimension internationale et à souligner que nous avons grandement besoin, effectivement, de nous sentir solidaires au-delà de nos propres frontières. Et ce qui se passe au Brésil en ce moment, par exemple, moi, en tant que Français, je me sens solidaire, je me sens attaché au peuple brésilien parce que je vois que le peuple brésilien est confronté à une crise sanitaire redoutable, redoublée d'une crise politique considérable. Et donc, je me sens solidaire et je pense effectivement qu'il faut qu'on arrive collectivement à l'échelon national, mais aussi à l'échelon international et planétaire, à nous organiser de façon à ce qu'on se soutienne mutuellement. Et c'est cette pandémie qui nous fait penser que la solidarité doit être organisée aujourd'hui au-delà de nos frontières nationales, dans certains cas. Merci beaucoup pour la solidarité, parce que nous besoin de solidarité au Brésil, avec le Brésil. Je suis désolé aussi pour mon français, je n'ai aucun mois en France. Alors, très précaire. Félicitations parce que vous parlez très très bien. Et la dernière question, c'est sur la solidarité professionnelle, non? Vous avez parlé vitement de la solidarité professionnelle et sur les travaux matériels qui sont habituellement les travaux précarité, non? Vous avez écrit le livre Salariés de la les salariés de la précarité, de la précarité, non, en 2000. Mm-hmm. Et nous voulons, nous souhaitons savoir qu'est-ce que les salariés de précarité signifient, né? Quel est le sens de l'expression, non? Et comment vous pensez l'horizon de la précarisation dans le contexte de post-pandémie, non? Parce que il y a un processus de précarisation, non? Parce que le capitalisme contemporain conduise ce processus, mais le contexte pós-pandémie,
pós-pandémique. Qu'est-ce que ça arrive, non? Et comment répondre à une tendance à la croissance de la précarisation et de la pauvreté. L'autre aspect important, fondamental de votre œuvre. Tiago, tu veux complémenter? Oui, la question c'est déjà très, très longue, mais c'est seulement pour ça dans la même direction d'André. Concernant la crise de la société salariale que nous traversons ici au monde et au Brésil aussi, et avec la pandémie, quels seraient les nouveaux fondements possibles d'une nouvelle forme de solidarité? Par exemple, nous parlons un peu de l'émergence d'une solidarité participative. Alors, mais c'est une espèce de transition. Et c'est un peu la crise de la société salariale et les formes de solidarité qui sont lui attachées. Mais il n'y a pas eu le temps d'émerger aussi une nouvelle forme institutionnalisée, autoconscience de solidarité. Et quels seraient les fondements possibles? Durkheim parlait, par exemple, des groupes professionnels. Mais aujourd'hui, ça serait possible de parler seulement des groupes professionnels. Je sais que vous parlez aussi de la solidarité familiale et ethnique. Mais quels seraient les fondements, par exemple, institutionnellement parlant? Vous pensez en quelque chose? Mais ça, c'est seulement je sais que c'est un défi, mais c'est pour penser avec vous. Alors, merci pour cette question. Et effectivement, vous avez raison de me conduire à expliciter aussi ce que je conçois en termes de solidarité professionnelle, eu égard à mon livre « Le salarié de la précarité » que j'ai publié en 2000. Alors, tout d'abord, vous voyez qu'on parle beaucoup de Durkheim dans cet échange, mais Durkheim, quand il parlait à la fin du 19e siècle, il parlait en ayant comme horizon une société salariale, mais qui n'existait pas encore à la fin du 19e siècle. La société de la fin du 19e siècle était une société dans laquelle de nombreuses professions étaient maltraitées et où il y avait des risques très importants du fait de la révolution industrielle. Et donc, ce que proposait Durkheim, finalement, et ce qu'a proposé également la doctrine du solidarisme, c'était la construction progressive d'une société salariale, c'est-à-dire une société où les travailleurs sont protégés collectivement par une identité professionnelle, mais aussi par un ensemble de conditions permettant de faire face aux aléas de la vie. C'est toute l'organisation du système de solidarité tel qu'on l'a imaginé à travers les assurances sociales tout au long du XXe siècle, avec un État-providence, un État social qui assure le bien-être de l'ensemble de la population. Donc, c'est cette société salariale qui s'est constituée au XXe siècle et que Durkheim, en quelque sorte, a pensé, a imaginé d'une certaine manière à travers son insistance sur les groupes professionnels qui n'existaient pas comme ils existent ou comme ils ont existé par la suite au XXe siècle. Alors, aujourd'hui, et depuis la fin du XXe siècle, depuis qu'on est rentré dans le XXIe siècle, on parle d'une dérégulation de cette société salariale. Ce n'est pas simplement en France, c'est dans le monde entier. Tous les acquis, en tout cas de nombreux acquis de cette société salariale sont remis en question progressivement par les politiques néolibérales qui se sont diffusées à l'échelon de la planète tout entière. Si bien qu'on considère aujourd'hui que et paradoxalement, que ces acquis sociaux permettant effectivement le bien-être des travailleurs et la sécurité sociale pour tous sont des freins
à la croissance économique et au développement. On considère que la solidarité, aujourd'hui, c'est devenu la solidarité professionnelle et la solidarité pensée ainsi, c'est un coût. Alors que, évidemment, ce n'est pas un coût, c'est surtout un atout, c'est quelque chose d'indispensable pour permettre le développement. Alors, nous avons assisté, et c'est le thème du salarié de la précarité, à la fin du XXe siècle, à une dérégulation de la société salariale et une explosion de la précarité du travail, de la précarité de l'emploi. Et j'ai étudié donc les différentes formes d'intégration professionnelle qui peuvent relever de différentes dimensions de la précarité. Donc, ce phénomène-là n'a cessé de prendre de l'ampleur depuis. C'est-à-dire qu'au moment où la pandémie s'est déclenchée en France, on était dans une conjoncture d'ailleurs tout à fait particulière où le gouvernement français allait mettre même en place une réforme globale du système des retraites qui allait en quelque sorte pénaliser beaucoup de Français et cette réforme du système de retraite était finalement pensée aussi en fonction d'une certaine conception du néolibéralisme, c'est-à-dire qui conduit à dire que l'individu doit être responsable de lui-même et non pas donc de dépendre de collectifs. Et donc, c'est cette pensée-là néolibérale qui s'est diffusée. Alors, est-ce que la pandémie, ce qui s'est passé pendant cette période, est-ce qu'une page est tournée? Est-ce qu'on va organiser la solidarité différemment maintenant que l'on sait la vulnérabilité des individus et de la société tout entière? Alors, les réponses qui vont être apportées face à la crise, qui va devenir redoutable, parce qu'on annonce, par exemple en France, en Europe, un chômage qui va exploser dans les mois qui viennent. L'industrie française, et comme l'industrie européenne, est très en danger. Et donc, on voit très bien qu'on est face à une situation inédite. Et on aura du mal à imaginer que les politiques néolibérales vont à elles seules résoudre le problème. Parce que le problème, il est massif et que la réalité, c'est que nous avons besoin davantage d'État, davantage de collectifs, davantage d'institutions, davantage de services publics pour justement retrouver une vie normale. Donc, je dirais que cette pandémie nous constitue finalement un moyen de regarder la réalité en face et de se dire que ce que l'on menait pendant des décennies depuis la fin du XXe siècle, ça ne peut pas conduire finalement à un bien-être collectif. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne suis pas un prophète, mais il me semble quand même qu'il y a là matière à une réflexion sur justement ce qu'est l'être humain, quels sont ses besoins fondamentaux. Et donc, ces besoins fondamentaux en termes de lien social, je le répète, pour moi, c'est à la fois de la reconnaissance et de la protection. Que ça, ce sont des besoins fondamentaux que l'on doit prendre en compte. Et vous voyez que la solidarité, elle est inévitable. Elle est une condition de la survie de l'être humain et de la planète tout entière. Alors, ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui dire que l'on va retourner comme ça massivement à un système économique qui va broyer des vies, qui va précariser encore davantage les individus, parce que justement, on démontre à travers ce qui se passe là sous nos yeux aujourd'hui la fragilité globale, collective, et le besoin justement de solidarité à l'échelon de notre pays, bien entendu, mais bien au-delà, au niveau mondial. Et donc, en tant que citoyen croyant aux valeurs justement de la solidarité humaine à travers
dans le monde entier, effectivement, je serai présent pour ma part dans la réflexion pour essayer de construire un système qui va permettre d'aller dans le sens de ce besoin de solidarité et de ce renforcement de la solidarité. Et donc, c'est la raison pour laquelle les précaires, les plus fragiles dans notre société, pendant la pandémie, sont devenus encore plus fragiles. Les inégalités ont augmenté, mais on a vu aussi à quel point on avait besoin de toutes ces personnes qui font parfois des métiers ingrats, difficiles, pour justement être collectivement protégés et donc et rassurés. Et donc, il me semble que ça doit aussi conduire à revaloriser tous ces métiers précaires qui étaient précaires jusque-là, à considérer justement que dans l'échelle des valeurs, il y a peut-être aussi à justement revaloriser des métiers qui sont peut-être ingrats, mais qui sont essentiels. Et donc, il faudra peut-être repenser les formes de hiérarchie qui existent dans les sociétés pour justement trouver davantage de valorisation à ces différents métiers. Et puis cela passe aussi bien entendu par une réduction massive des inégalités. On voit que les pays où les inégalités sont les plus grandes sont les pays qui ont eu plus de difficultés à sortir de la crise. Et donc, les pays justement qui ont des systèmes collectifs, qui ont des systèmes publics, qui n'ont pas dégradé la qualité de leurs institutions et qui aspirent à une plus grande égalité entre les citoyens, sont les pays qui s'en sortent le mieux. Donc, il faut valoriser toutes ces dimensions de la solidarité qui visent une plus grande égalité entre les êtres humains.